Bienvenue dans un nouvel épisode de Smart Talk. Aujourd'hui, nous discutons avec Rémi Crégu, qui est le directeur du 2M2C, le centre de congrès de Montreux. Bien évidemment, il n'est plus nécessaire de souligner le challenge que le secteur événementiel et culturel est en train de vivre. On va discuter avec lui et voir sa vision sur les adaptations possibles, les solutions possibles pour survivre et continuer à offrir aux gens de la culture et des événements. Rémi, j'ai envie de commencer par une bonne nouvelle parce qu'on en a peu ces derniers temps. La bonne nouvelle, c'est quand même que le 2M2C va faire peau neuve, finalement, dans quelques années, en 2022 ou 2023. On doit s'attendre à quoi comme changement majeur ? Alors c'est un projet qui effectivement a été mûri depuis de longues années, qui démarrera avec une fermeture donc, en août 23 après un festival de jazz et qui durera 18 mois. En fait, c'est énormément de remise à niveau en termes de règles sécuritaires, de conformité avec l'évacuation du public, des enfumages, beaucoup de choses qui seront peu visibles, mais qui ont quand même amené une transformation du bâtiment, puisque si cet escalier pour venir au Stravinsky est trop petit, ben ça veut dire qu'on va en faire un nouveau. Et donc, globalement, on va se retrouver avec deux entrées, une côté Palace et une côté Royal Plaza, qui seront plus grandes et qui permettront de gérer des flux plus facilement et de donner un accès à chaque niveau de manière beaucoup plus indépendante. Ok, tout ne va pas se transformer. On est dans une magnifique salle du Stravinsky. Alors voilà, celle-là a été rénovée il y a 5 ans, donc elle n'a pas nécessité, à part, comme je l'ai dit, le désenfumage par exemple, qui devra être installé. Mais ça sera en addition, mais le look ne va pas changer du tout. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Les bonnes nouvelles sont terminées, on va passer sur une mauvaise. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une situation, on voulait discuter avec toi parce que le 2M2C est un centre symbolique à Montreux où il y a beaucoup d'événements culturels qui se passent. On sait que la culture, c'est très souvent un sort de remède à la morosité dans la société. On ne l'a plus depuis maintenant pas mal de temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Comment est-ce que toi, on n'est pas médecin ou psychologue, mais comment est-ce que tu vois, toi, à long terme, l'impact de cette fermeture de culture, d'événements où les gens se rassemblent à long terme Alors déjà, si je fais un constat, donc depuis le 20 février l'année dernière, on a perdu 41 événements et on a réalisé 11. Donc ça veut dire que nous avons perdu 80% de nos événements et 70% de notre chiffre d'affaires. Et donc on a survécu grâce aux aides du canton pour la RHT bien sûr. On a survécu grâce au canton toujours et la Confédération avec les aides qui ont été données à la culture, puisqu'on nous a privés de notre activité culturelle et donc on nous a soutenus puisqu'on n'avait plus de clients. Et ça, c'est à fond perdu. Pardon ? C'est à fond perdu, le soutien ? C'était à fond perdu, oui. Ouais. Et ça nous a permis de passer la vague, je dirais, sans trop de dégâts. L'avenir, alors il y a l'avenir tout proche, mais on va continuer à faire ce qu'on peut faire. Donc on a fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période ? On a eu un seul événement majeur qui était le Suisse Economic Forum, oui, qui est tombé dans la fenêtre entre deux confinements à la fin de l'été. Mais on a quand même aussi accueilli la protection civile qui a eu son poste de commandement ici, qui est revenu là maintenant depuis le mois de novembre. On travaille sur l'éventualité d'un centre de vaccination à partir du mois de mai. On a fait des remises de diplômes d'école, on a fait le conseil communal, on a fait... Voilà, alors ça permet de maintenir un minimum d'activité pour que ce bâtiment vive un minimum, que nos équipes puissent aussi travailler un peu, parce que il faut garder, c'est comme un athlète, il faut garder un minimum d'entraînement. Mais voilà, sur la durée, c'est pas viable, quoi, je veux dire. Et c'est toute la difficulté du sujet, c'est que on est un lieu de rencontre, et que la rencontre, c'est tout ce qu'il ne faut pas pour le Covid. Et donc, ça prendra fin tôt ou tard.
on a plusieurs scénarios. Dans le meilleur des cas, espérons qu'en mai, on puisse revenir à un début de normal. Est-ce que ça va nous permettre de faire un festival de jazz sous quelle forme ? Il faudra poser la question à Mathieu. Et ça, c'est intéressant, justement. Ça, c'est la grande question. Hein. Tous ces grands événements, est-ce qu'ils sont tous en train de réfléchir, de ce que toi, tu entends, à changer un petit peu leur concept, l'architecture de ces événements pour avoir peut-être plus de scènes avec moins de monde que ces grandes scènes avec beaucoup de monde. Il y a cette tendance-là, maintenant, de réflexion ? En fait, je pense que alors ça dépend des événements, mais tous les événements, si je parle des événements montreusiens, ils avaient déjà entamé une réflexion de transformation. Parce que ce sont des événements qui ont un certain âge et qui ont obligation de se remettre en question et de se dire comment ils vont évoluer. Et donc, évidemment, que cette pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a accéléré cette réflexion et elle a poussé au changement. Alors, c'est un changement qui ne va pas se faire de manière radicale du jour au lendemain, mais quand on voit l'exemple du festival de jazz qui crée plus ou moins une chaîne online de découverte de nouveaux talents, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est une réflexion déjà qu'ils avaient entamée, on crée une division spécifique, etc. Donc, ça a déclenché une mise en œuvre rapide. Après, elle sera encore poussée. L'exemple, c'est la réunion virtuelle. Qu'est-ce qui va rester des réunions virtuelles ? Est-ce qu'on va vivre perpétuellement dans un monde virtuel ? Je n'y crois pas. Non, Dieu, j'espère pas. Mais c'est vrai que le centre de congrès, vous avez aussi ce raisonnement-là en disant... Je pense pas que ça, comme tu le dis, je pense pas qu'on peut remplacer cette proximité physique humaine parce qu'un centre de congrès, le but c'est de rassembler et puis de faire du networking, etc. Ceci étant, comme tu l'as dit, cette crise a provoqué un mouvement technologique assez impressionnant. Est-ce qu'il y a une réflexion à la direction du centre de congrès en disant peut-être que la technologie, d'une manière ou d'une autre, peut venir en complémentarité à des événements ? Oui, alors c'est un phénomène qui avait déjà aussi commencé, mais qui, bien évidemment, va prendre maintenant... là, il a pris une ampleur exceptionnelle, puisqu'on n'a pas le choix. Donc, faute de grives, on mange des merles. Mais ça restera, parce qu'en fait, ils ont découvert que, ça permettait d'avoir des audiences beaucoup plus grandes, et deux, de faire vivre l'événement après, pendant et avant. Et donc ça, c'est ce qu'ils recherchent tous, c'est de donner une visibilité à l'événement beaucoup plus grande, et d'avoir... un cercle de personnes concernées beaucoup plus vaste. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que toi, tu penses que ce serait possible qu'un jour, on se dise, tiens, il y a une conférence de tel et tel au centre de congrès avec des personnes qui viennent physiquement sur place, mais il y a aussi la possibilité de suivre ces conférences digitalement en payant, par exemple. Oui, ça existe déjà et ça va se développer. Alors le business model est un peu compliqué parce que d'un côté, jusqu'à quel montant un participant virtuel est prêt à payer ? Et est-ce que ça permet de compenser les coûts technologiques ? Parce qu'il ne faut pas croire que faire du virtuel, c'est gratuit. Si on veut faire du virtuel qui marche, c'est-à-dire avec de l'interaction, avec une expérience, ça coûte pas mal d'argent. Ouais. Et puis après, il faut des plateformes de diffusion qui coûtent très cher aussi. Et donc ça, il y a beaucoup d'inconnus là-dessus. Le sponsoring, un sponsor, il ne vient pas de la même manière sur un événement physique que sur un événement virtuel. Donc il faudra trouver aussi un nouveau business model pour ses partenaires. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Mais autant je pense que l'hybridation des événements, donc la présence du virtuel incorporé, accompagnant l'événement présentiel, elle est acquise, elle va se faire. Autant je pense que la virtualisation permanente de nos vies quotidiennes, elle va nous pousser à un besoin encore plus fort de présentiel. Ouais. Et donc je pense que l'un dans l'autre, je pense que ça va surtout toucher ça va toucher deux catégories d'événements. Les événements très gros, il se passe sur la planète des événements où avec 5 000, 10 000, 50 000 personnes. Ces événements, je pense qu'ils vont être fracturés en une dizaine, une quinzaine d'événements à travers la planète. Donc ça c'est plutôt bon parce qu'on pourrait se dire peut-être on aura une chance de les accueillir ici. Et qui sont interconnectés ensemble
avec des relais, Asie, États-Unis, Europe. Et après, ça va impacter bien évidemment la petite réunion de 20 personnes qui se faisait mensuellement au niveau européen, international, où là on a découvert que, ça faisait perdre beaucoup de temps, et deux, ça coûtait beaucoup d'argent. C'est une autre problématique, c'est que tous les grands groupes qui étaient gros consommateurs de ces petites réunions ont découvert qu'ils faisaient des économies extraordinaires depuis un an. Et par les temps qui courent, ils ne vont pas s'en priver. Non, les économies, on ne s'en prive pas trop, quoi. Mais voilà, on est des animaux et on a besoin de se sentir, de se voir, de se toucher. Tu parlais de partenaires, c'est intéressant. Le 2M2C n'a pas passablement de partenaires. Hein. Durant cette période un peu compliquée, est-ce que tu as senti peut-être un retrait de ces partenaires ou ils restent solidaires ? Non, parce que en fait, je rappelle qu'on a ces deux activités, culturelles, événements entreprises. Et donc, nos partenariats les plus établis et les plus forts, dirais-je, sont ceux qui concernent nos festivals culturels. Donc, que ce soit l'humour, que ce soit le festival de jazz, que ce soit le septembre musical. Et on a vécu cette année où quelque part, est-ce qu'on va avoir lieu ? Donc, on s'est plus parlé et plus vu que jamais. Pour y reporter, pour transformer, et donc, au contraire, ça a montré que ce partenariat, il est très important et que ce ne sont pas des clients lambda, ce sont des gens à qui on doit une grande partie de notre notoriété et qui sont pour nous nos meilleurs véhicules de notoriété. Et donc, on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous, puisque oui, clairement. Ils viennent ici chaque année. Et on est, j'espère, un force de conseil pour les accompagner dans leur évolution. D'accord. Juste pour parler, il faut juste expliquer aux gens, parce que c'est vrai que j'ai remarqué, le 2M2C, on passe parfois souvent devant, tous les jours presque. Tout le monde ne sait pas vraiment quel est ton métier, le métier de ton équipe. Et surtout, peux-tu un peu expliquer, en grande ligne bien entendu, les activités que vous faites durant l'année ? Tu m'as parlé, tu as des côtés culturels et entreprises, il y a deux grands axes. Alors, effectivement, ce bâtiment, il crée beaucoup d'intrigues, je dirais, auprès des Montreusiens. Parce qu'autant on le connaît, parce qu'on y vient tous une fois dans l'année pour un événement grand public, autant la plupart des personnes se demandent ce qui se passe le reste de l'année, parce qu'il a été fait d'une manière où il est fermé sur la partie la plus visible. La partie la plus ouverte étant sur le lac, à moins de passer en bateau tous les jours devant où on verrait ce qui s'y passe. C'est plus compliqué, parce que même en passant sur les quais, on a du mal à voir ce qui s'y passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Il y a 80 événements par an. 80 événements par an, pour moitié culturel, pour moitié d'entreprise. Et quel est notre rôle ? Notre rôle, il est en amont, d'identifier qui n'est pas revenu chez nous et qui n'est jamais venu chez nous, et de faire en sorte se poser la question pourquoi ils ne sont pas venus ou pourquoi ils ne reviennent plus, et faire en sorte qu'ils reviennent. Donc il y a un travail de promotion, commercialisation, identification, de connaissance des marchés, de présence sur les marchés, pour que la marque Montreux, la marque de M2C, continue d'être forte et à être véhiculée et utilisée. Après, il y a tout un travail préparatoire, c'est que une fois que ces gens-là se disent « Ah ben oui, Montreux, on n'a jamais fait, il faut qu'on fasse », eh bien, ils nous adressent des demandes. Et donc là, on a des demandes qui peuvent durer entre 3 mois et 3 ans. Et donc, les demandes, c'est-à-dire ? De préparation. Ok. C'est-à-dire qu'entre le moment où on nous interroge et le moment où l'événement arrive, il peut se passer entre 3 ans et 3 mois. Parce qu'ils hésitent déjà, pas seulement à l'établissement, ils hésitent même des pays. Ils ne savent pas dans quel pays. Il y a la phase disponibilité, chez nous, dans les hôtels. Il y a une compétition, alors soit au niveau de la Confédération ou peut-être au niveau européen ou mondial. Et donc, il va falloir faire preuve de bons arguments, d'avoir un positionnement tarifaire intelligent et d'accompagner. En fait, on ne vend pas, on est plutôt source de conseils
par connaissance de ce lieu, de la destination, de trouver la bonne interaction entre les besoins d'un client et ce qu'on propose ici. Donc ça vous arrive de dire non, venez pas ici, c'est pas approprié? Oui, bien sûr, ça nous arrive régulièrement. Enfin régulièrement, non, parce qu'on essaye de... Mais oui, il y a beaucoup de gens, on reçoit beaucoup de demandes où dès le départ on dit, je crois qu'on vous vous trompez parce que c'est pas en phase avec ce que vous nous racontez, quoi. Et nous, on veut faire des événements qui marchent, on veut que les gens soient contents. Ouais. On a 92% de taux de satisfaction chez les organisateurs. C'est-à-dire que 80 événements par année. Ouais. Mais c'est énorme. Les grandes années, ça veut dire quoi? C'est 7 événements par mois? Ouais. Et comme on considère, il faut le plus important, parce que nos confrères en Suisse peuvent faire beaucoup plus, mais ils font des événements de 20, de 30. Nous, on ne fait pas de... L'événement minimum, je dirais, chez nous, c'est 100 personnes. Alors, il peut y avoir des choses plus petites. En fait, c'est une question de besoin en surface. Ouais. Il peut y avoir une petite réunion de 30 personnes, mais avec une exposition de voitures, de moteurs, oui, donc c'est un gros et qui a besoin d'énormément de surface. Ouais. Donc, vous êtes combien pour gérer tout ça? Il y a 25 personnes à l'année, dont 5 qui sont dédiés à l'audiovisuel et qui sont externalisés avec une société partenaire. D'accord, ok. Toi, je sais que alors, parce que je suis un peu long, excusez-moi. Et après, il y a l'arrivée de l'événement, donc tout faire pour qu'une fois que la promesse de vente soit tenue, que nos engagements soient tenus, que l'événement soit un succès, réagir. L'événement, par nature, c'est gérer les impondérables. Ouais. Et puis après, il y a le départ, le retour, le débriefing avec le client, la facturation, etc., etc. Ça, c'est un gros volet, c'est 80% de notre activité. Et puis, il y a 20%, c'est que ce bâtiment qui appartient à la commune, il fait 35 000 m², dont 18 000 dédiés aux clients pour faire des événements. Et cet événement, ce bâtiment, la société anonyme que nous dirigeons, elle a un engagement auprès de la commune de l'entretenir. Et donc ça veut dire que rien que dans cette salle, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a peut-être 200 ou 300 ampoules. Donc ça veut dire que chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient ici, qui change les ampoules. Vous devez vérifier tout ce qui est électricité, tableau électrique et tout. Le chauffage, l'alimentation, donc c'est un entretien continuel. On a 4 personnes en technique ici, à l'année, qui ne font que ça. Alors, ils ont une partie, ils sont peut-être à 50% sur la maintenance générale et quotidienne, et à 50% sur des événements où, effectivement, il y a des besoins qui sont exprimés, et on fait du sur-mesure, on va amener une alimentation électrique qu'il n'y en a pas, de l'informatique, etc., etc. Donc, en fait, c'est une vraie fourmilière qui bouge tout le temps, alors que pas mal de gens se disent, mais ça doit souvent être vide, cet immeuble, mais en fait, non, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a... une bonne année de grande activité. Alors effectivement, ça remonte un peu malheureusement à cause de la manière dont s'est déroulé le projet de rénovation. Mais en 2018, on avait 250 jours d'occupation de ce bâtiment. Oh là. C'est-à-dire que sur 365 jours, vous pouviez venir 250 jours, il y avait quelque chose qui se passait ici. Soit en termes de montage, de démontage ou d'exécution, quoi. Donc c'est un objet rentable. Alors c'est un objet rentable, alors il faut savoir que c'est une société anonyme qui est subventionnée par la commune de Montreux, mais effectivement les bonnes années, on a fait ça 2-3 ans de suite, on dégageait un profit qui permettait soit de se passer de la subvention, de la rembourser, soit de la réinvestir ou de la garder dans des réserves. D'accord. Toi, je connais un tout petit peu d'écho ton parcours. Tu as un parcours où tu as travaillé dans différentes industries, dans différents domaines, dont dans l'hôtellerie, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, la fonction que tu as, toutes tes expériences que tu as eues, c'était, d'une part, c'est nécessaire, voire indispensable d'avoir vu d'autres secteurs pour pouvoir gérer un centre de congrès? En fait, au départ, effectivement, j'ai commencé dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est quoi? C'est un métier d'accueil. C'est un métier d'hospitalité. Et à partir de là, tout ce que j'ai fait par la suite, c'était autour de l'hospitalité. Et qu'est-ce que c'est que de gérer un centre des congrès?
c'est de l'hospitalité. L'hospitalité envers un organisateur qui a des besoins et son public. Et on ne doit jamais perdre de vue ces deux dimensions de l'organisateur et de son public pour que les deux soient satisfaits, puisque c'est interdépendant. Après, oui, en termes de marketing, c'est vrai que l'un comme l'autre sont dépendants d'un marketing de destination. Donc là aussi, ça m'a toujours servi. Et puis après, l'événement, qu'on fasse un événement de 20 personnes dans un hôtel ou à Disney pour 10 000 il y a les mêmes ou ici pour 500, la finalité est la même. En fait, c'est presque la même attention de faire un événement de 500, de 2000 ou de 5000. Ouais. Et ça commence par l'écoute, chose qui est énormément enseignée dans l'hôtellerie. Hein. Ouais. Et parce qu'en fait, notre vraie valeur ajoutée, des centres de congrès sur la planète, il y en a peut-être un millier. Il y en a déjà 150 en France. Il y en a 15 en Suisse. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y a toujours plus beau, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus récent, il y a toujours plus technologique, il y a toujours plus... C'est l'humain, c'est-à-dire que c'est la relation client de l'organisateur avec son interlocuteur chargé d'événements. Et c'est après, durant l'événement, la femme de ménage qui fait les sanitaires, quand elle s'adresse à un client, que le client se sente accueilli, quoi. Et la différence réside dans les petits détails. Voilà, et c'est ça, c'est un métier d'humain, et c'est cet humain-là qui fait qu'on est différent de tous les autres palais des congrès. Ouais. Je voulais avoir ton avis sur quelque chose, un sort de phénomène ou une tendance. Moi, ou peut-être de nouveau, mon regard est peut-être erroné, mais j'ai l'impression que les grandes foires, les grands salons en Suisse ou à travers le monde, qu'il y a de plus en plus d'acteurs majeurs. Si on prend le salon de l'auto, par exemple, à Genève, il y a de plus en plus de marques de salons et d'acteurs majeurs qui ont tendance à se retirer. Est-ce que je vois juste? Et puis, est-ce que tu aurais, toi, un avis là-dessus, en tout cas, une raison, une explication à cette tendance? Alors, il y a plusieurs typologies de vélo, mais c'est là, on est en Suisse et on peut en citer deux qui, effectivement, ont des problèmes et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Il y a le salon de l'auto et il y a Baselworld à Bâle. Et effectivement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le business model n'avait pas vraiment évolué. Et en fait, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les marques étaient arrivées à une compétition d'investissement dans leur stand qui était devenue complètement absurde. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous dépensez 10 millions de francs suisses pour faire un stand, et tout ça pour accueillir pendant une semaine vos clients principaux et peut-être aller encore une semaine des visiteurs, c'est pas réaliste. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas rationnel. Et donc, ça a été un des points de rupture où toutes ces marques se sont dit, mais attends, pour 10 millions, si on est 5, on se met autour, on se met ensemble, on prend un lieu, et quand on aura mis 5 millions dans ce lieu, chacun, non seulement on aura fait des économies, mais on va faire un truc où on va vraiment s'adresser à notre cœur de cible. Ouais. Et voilà. À côté de ça, le rendez-vous d'une profession, il y en a peut-être, je sais pas, 50 dans le monde. On parlait de Las Vegas avec le CIS, on parlait... ça peut être le MIPI Macan, ça peut être pour l'immobilier. Ouais. Salon RH à Genève. Voilà. Et donc, ces grands rendez-vous, ils sont nécessaires à une profession. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'y êtes plus, ben votre image risque d'en pâtir. Et alors, image extérieure, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos distributeurs, vis-à-vis de... Mais aussi au niveau RH, c'est-à-dire que vous avez des employés qui vont d'une marque à l'autre, ils ont besoin d'être séduits, ils ont besoin d'être... Sauf si c'est le leader de ce marché-là qui dit « je viens pas ».
Là, ça change l'état d'esprit. Ouais, mais il y a autre chose qui se créera. C'est-à-dire que ça disparaîtra pas. Et on le voit d'ailleurs. Ça disparaît pas. Il y a autre chose qui se fait. Et ça a toujours été comme ça. Il y en a qui meurent. Mais il y a un nouvel acteur avec un nouveau projet. Mais oui, c'était un monde qui a évolué. Il y a un très bon exemple qui est le Paris Expo, la porte de Versailles par exemple, où on voit que on est passé d'un site qui était des halles très froides, sans service, et ça devient un lieu de vie. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez à la porte de Versailles, vous avez des boutiques, vous avez des restaurants, vous avez des hôtels. Il y a des moyens de cheminement beaucoup plus confortables, les halles sont beaucoup plus humaines. Et il y a eu une évolution qui fait que je pense que ça sert beaucoup la manifestation. Mais il y aura une remise en cause, oui, clairement, des événements. Ouais. Les événements, ce que le virtuel a révélé, c'est qu'ils vont devoir, sinon pas de sens, enfin, sens profond, de raison d'être et un positionnement clair avec une vraie valeur ajoutée, ils disparaîtront. Ouais. Mais ce qui est pas si mal. Ce qui est pas plus mal, franchement, pour le consommateur ou pour le participant à toutes ces foires, etc. C'est pas si mal qu'il y ait une remise en question aussi. Et c'est vrai pour le virtuel. Mais on pourrait passer nos journées à faire des réunions, des salons, mais c'est plus possible. Enfin, alors, d'abord parce que technologiquement tout n'est pas performant. Ensuite, ça donne la parole à énormément de monde qui n'ont pas forcément nécessité à l'avoir. Non, mais c'est vrai. On le voit sur Facebook et LinkedIn déjà. Voilà. Et donc, le trop tue trop, quoi. Enfin, je veux dire. Alors, tu nous parles de ces modèles hybrides, avant, entre virtuel, présentiel, etc. Parlons maintenant des centres de congrès. Comment tu vois le futur centre de congrès, le centre de congrès 2025 ou 2030 ? Alors à nouveau, c'est ça qui est intéressant, c'est que on est dans un événement qui joue un rôle d'accélérateur de nécessité de transformation. Et effectivement, il y a déjà des transformations qui ont été opérées, et je pense que ça va les accélérer. Un centre de congrès ne pourra plus être un lieu unique, à usage unique de rencontre. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on pourra, en tous les cas, construire de futurs centres de congrès où on partira du postulat que notre seul but, c'est de faire des réunions et de faire des expositions et de faire des concerts. Il va falloir une polyvalence de la salle. Il faudra être multifonction. Ouais. En fait, on a vécu plusieurs crises. C'est pas la première, bien que n'étant pas très, très jeune. On en a connu de multiples, des crises financières, des crises du 11 septembre 2001. On a vécu le volcan en Islande, on a vécu, enfin, il y a toujours eu, on a vécu le SRAS, on a vécu, enfin. Et donc on a bien vu que des crises, il y en aura encore. Et donc qu'est-ce qui se passe pendant ces crises-là ? C'est qu'effectivement notre cœur de métier cesse. Il cesse de manière abrupte parce que on peut plus voyager ou parce qu'il n'y a plus d'argent. Et puis après l'économie suit, c'est-à-dire que l'économie va mal, et quand l'économie va mal, qu'est-ce qui est sabré en premier lieu ? C'est la communication. Et forcément, l'événementiel étant une part de la communication, il n'y a plus d'événements d'entreprise. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à générer des activités qui puissent maintenir une vie dans le bâtiment de manière régulière et des revenus beaucoup plus sûrs et réguliers. Et donc, très logiquement, si on voit les nouveaux centres de congrès, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, ça devient un projet immobilier. C'est un projet immobilier dans lequel il y a une zone commerciale, dans lequel il y a des zones de restauration, il peut y avoir un cinéma, il y a des bureaux, et il y a un centre de congrès. Et donc ça, c'est ce qui, à mon avis, ça va être la réalité des futurs centres, et ça va être la transformation des centres actuels. Ça veut dire quoi, par exemple, pour le DMEC ?
peut-être que il faut qu'on repense notre idée d'origine du premier projet, dirais-je, qui est d'avoir un restaurant, qui est d'avoir un bar. Pourquoi? Parce que ça sert à la fois nos clients, ça sert les clients de la culture, ça sert les gens de Montreux, qui en donnent une offre supplémentaire, ça sert le touriste. Donc, alors il ne faut pas faire un restaurant pour faire un restaurant, il faut qu'il soit différent, qu'il amène une plus-value. On peut peut-être le thématiser autour de l'histoire de ce bâtiment et tout ce qui a pu s'y passer. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à un espace de coworking. Il faut peut-être qu'on devienne aussi une pépinière de start-up dans l'univers de l'événementiel, alors que ça soit technologique ou que ça soit au niveau du contenu. Voilà, ça c'est des vraies questions du futur qu'on va devoir se poser, parce qu'avec un projet qui aboutit sur une réouverture en mai 2025, peut-être qu'il va falloir qu'on... Déjà, je pense qu'aujourd'hui et 2025, technologiquement, il y aura eu beaucoup de nouvelles inventions, des nouvelles choses. Et c'est vrai que ce que tu dis, moi, ça m'interpelle vraiment, parce que on dit que chaque crise, c'est le moment de se réinventer, et que tout le monde doit se réinventer, et qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus rapide avec l'arrivée technologique. J'ai regardé une émission l'autre jour sur le Crédit Suisse avec tous ces néobanques, les banques numériques, où toutes les banques aujourd'hui doivent se réinventer. Puis on a vu maintenant les futures succursales du Crédit Suisse à Zurich. Là, ils ont fait une expérimentation où ça va être un lieu de partage de filles avec du café gratuit, etc. Et puis que les succursales bancaires vont disparaître, à proprement parler. Ouais. Donc ça a du sens aussi qu'un centre de congrès évolue, devienne plus polyvalent, etc. Ouais, il faut qu'il soit plus durable. Ça aussi, c'est un grand point. On voit bien que c'est une tendance forte. Les gens seront de plus en plus sensibles à l'impact écologique d'un bâtiment. La disparition du plastique, l'économie circulaire, enfin, j'en passe et des meilleurs. Est-ce qu'il y a trop de normes aujourd'hui, en toute franchise? Est-ce qu'on ne va pas un petit peu loin avec toutes les normes, que ce soit d'hygiène, que ce soit écologique, que ce soit de sécurité, ou est-ce que c'est nécessaire et que je me trompe? En fait, pour moi, c'est pas qu'il y a trop de normes, c'est que quelque part, elles sont presque difficilement applicables. Je prends un exemple précis, puisqu'il est d'actualité. Ce Covid, il se transmet par l'air. Et donc, la grande question, c'est le renouvellement de l'air. Ouais. Donc, dans une salle comme celle-ci, par exemple, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, on ne peut pas créer un courant d'air. Ouais. Et donc, on a une installation qui répond à une norme. Mais cette norme, elle a peut-être 3 ans ou 4 ans, je sais pas, ou 5 ans même. Et en fait, elle n'a jamais été vraiment remise en cause. Mais elle va l'être. Mais alors, quand va-t-elle l'être remise en cause et on a peut-être, à trop normer, on a toujours un train de retard, en fait, quelque part. C'est toujours facile de prendre des décisions politiques, mais il faut quand même comprendre les investissements et les conséquences financières derrière aussi. Ouais, mais je pense que la Suisse, contrairement à d'autres pays européens, par exemple, a certainement moins de normes. Elle en a de plus en plus parce qu'elle vit au cœur de l'Europe, elle est bien obligée de quelque part un minimum de se conformer. Mais oui, il y a quand même je vois plus de logique dans la norme suisse, en tous les cas pour le bâtiment, que par exemple en France. Ouais. Dernière question, Rémi. On va essayer de finir, on a commencé avec une bonne nouvelle, on va essayer de finir avec une bonne nouvelle. Après chaque crise, il y a une embellie économique, juste. C'est ce qu'on apprend dans les livres, c'est ce qu'on a pu voir dans le passé. Est-ce que dans la culture et dans l'événementiel, tu penses qu'une fois que tout ça sera derrière, il y aura une vraie embellie, tellement que les gens auront été frustrés, que ces secteurs économiques vont faire un boom énorme? Moi, je suis convaincu que le jour où l'être humain pourra se rencontrer, pourra voyager, je dirais, il y aura une ruée, mais au point que ça va être compliqué à gérer, parce que tout le monde va vouloir au même moment. Donc, on aura pour une fois une offre supérieure, une demande supérieure à l'offre. Après, ça se stabilisera, mais ça prendra quand même. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, et ça, c'est très sous-estimé, c'est que
en fait, la rencontre, le monde de la rencontre, c'est un marché mondial colossal. Ils souffrent de ne pas être très fédérés, de pas avoir de statistiques très fiables ou même de ne pas en avoir du tout. Et donc, on est très méconnus, alors, ça commence à s'organiser. Vous aviez certains pays où la filière entière, maintenant, s'est unie pour parler d'une seule voix, pour sortir des statistiques. Et on commence à mieux être connu, mieux être perçu. Mais oui, on ne peut pas vivre sans se réunir. On ne peut pas vivre sans culture, c'est impossible. Ou alors on revient au Moyen-Âge et encore, peut-être même avant, la préhistoire. Et alors après, oui, parce que vous avez aussi, alors si on prend la culture, vous avez des artistes qui sont des boulangers qui ont plus de farine, quoi. Je veux dire, alors ils savent faire des pains, ils ont envie d'en faire, mais ils ne peuvent pas se produire. Alors ils font des pains chez eux, mais ils les partagent pas. Et la musique, c'est le partage. Je veux dire, il n'y a pas de musicien qui fait pas de scène, il n'y a pas de musicien qui se met pas face à un public, c'est pas possible, parce qu'il a besoin de ce retour. Rémi Crieu, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous de nous avoir donné la parole pour un peu parler de nous et j'espère donner une image un peu plus complète de ce qu'on pense du 2M2C. Merci beaucoup. Merci.